Bonjour à tous, je m'appelle Ariane. C'est moi qui s'occupe de l'animation aujourd'hui pour le webinaire qui s'intitule Co-développement, implantation et évaluation provinciale du modèle Recovery College, l'expérience du Centre d'apprentissage santé et rétablissement au Québec, organisé par l'Axe santé mentale du réseau de recherche en santé des populations du Québec en collaboration avec le réseau Calaxia. Avant de débuter la présentation, je vous informe que la séance est enregistrée pour ensuite être rendue disponible pour rediffusion sur la plateforme YouTube. Notre première conférencière aujourd'hui est professeure Catherine Briand du département d'ergothérapie de l'Université du Québec à Trois-Rivières et chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et au Centre d'études sur la réadaptation, le rétablissement et l'insertion sociale, donc le CERIS. Notre seconde conférencière est Mme Mireille Bédard, auteure agente de projet au CERIS et formatrice au Centre d'apprentissage santé et rétablissement. Et enfin, notre troisième conférencière est Joanie Thériault, étudiante au doctorat en sciences biomédicales à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, à la suite de leur présentation, nous aurons une période de questions. Donc, je vous invite à écrire dès maintenant, puis aussi tout au long du webinaire, vos questions pour les conférenciers dans le module questions et réponses, donc le Q&R situé au bas de votre écran. Pour toute autre question, par exemple des questions d'ordre technique, vous pouvez les écrire dans le module Converser et Denise, la coordonnatrice de l'Axe santé mentale, se fera un plaisir de vous répondre. Enfin, je vous informe que vous recevrez dans les prochains jours un courriel pour l'évaluation du webinaire, donc, ainsi que le lien pour obtenir le PDF de la présentation et visionner l'enregistrement du webinaire. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à notre conférencière, professeure Catherine Briand. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, merci Joanie. Donc, il nous fait vraiment plaisir de pouvoir vous faire cette présentation aujourd'hui. Quand cette présentation était prévue, évidemment, on n'était pas dans le contexte actuel, donc je vous souhaite à tous que cette période-là se passe bien dans vos familles respectives. On va tout de suite commencer par vous exposer cette expérience assez folle qui a été l'implantation et l'évaluation du premier Recovery College pour l'ensemble du Québec, qu'on a nommé ici au Québec le Centre d'apprentissage santé et rétablissement. Notre présentation va Attendez, je ne suis pas capable de changer mes diapositives. Ah, voilà. Donc, le plan de notre présentation va être le suivant. Donc, on va vous présenter rapidement le modèle parce qu'on ne sait pas à quel point les gens connaissent le modèle Recovery College. Joanie va poursuivre avec la synthèse des connaissances. Mireille, notre invitée Brightmare aussi, va vous faire un peu un témoignage de leur expérience dans ce projet-là. Et je vais vous parler du projet québécois, comment on l'a mis sur pied et où il en est actuellement et nos enjeux, nos perspectives d'avenir. Donc, c'est ce qu'on a prévu vous présenter, puis on souhaite avoir là, une bonne période d'échange avec vous aussi pour répondre à vos questions. Donc, la présentation du modèle. Donc, le modèle Recovery College, d'abord, c'est un modèle qui est né en Angleterre, qui est né d'un mouvement usagé, donc de personnes qui vivaient avec des problématiques de santé mentale et qui souhaitaient avoir une réponse différente pour les soutenir au quotidien avec cette maladie-là, une réponse différente à ce que le modèle de la santé pouvait offrir. Donc, c'est une approche éducative, c'est un centre d'apprentissage, c'est vraiment basé sur une approche éducative dans la collectivité. Donc, ce n'est pas à l'intérieur des murs de l'hôpital, ça fait partie même des critères dans les principes d'application du modèle Recovery College. Dans la collectivité où toute personne a accès à des formations sur le bien-être, la santé mentale, le mieux vivre ensemble, le rétablissement, la reprise de son pouvoir d'agir. Donc, on est vraiment ici dans une conception très globale et très générale du concept de santé mentale. Donc, ça va de la santé psychologique au travail, par exemple, le bien-être et notre gestion du stress, par exemple, au quotidien, jusqu'à tout ce qui est comment gérer au quotidien d'avoir un trouble dépressif, un trouble de la schizophrénie, comment se rétablir de ce contexte-là de vie. Donc, on est vraiment là très large dans cette définition-là. Quelques principes.
c'est vraiment, quand on met sur pied un modèle Recovery College, quand on met sur pied ce centre-là, c'est la création d'un espace d'apprentissage. Donc ça, c'est super important parce que ça implique certaines choses. On n'est pas dans un espace de thérapie, on n'est pas dans un espace de soutien de type soins. On est vraiment dans un espace d'apprentissage et on est dans un espace d'apprentissage en mixité d'apprenants, c'est-à-dire où on met ensemble, dans des groupes de 13 à 20 personnes, des personnes en situation de vulnérabilité ou qui vivent avec des problématiques de santé mentale, des intervenants du réseau de la santé, du réseau de l'éducation, peu importe, des gestionnaires, des enseignants, des étudiants postsecondaires, des travailleurs, des aînés, des citoyens, des proches aidants. Bref, c'est ouvert à tous. Et l'idée, c'est de permettre à ce groupe d'apprenants de partager leur savoir et de créer un savoir intégré. Donc, on est à la fois dans une philosophie d'apprentissage de nouvelles connaissances, mais aussi d'apprentissage mutuel d'un groupe de personnes qui partagent leurs différents types de savoirs. On va comprendre ici qu'on parle de savoir à la fois pratico-pratique, de savoir clinique, de savoir théorique ou académique, mais aussi de savoir issu de l'expérience de vie, donc le savoir expérientiel. Donc, ici, dans la littérature, je vous ai remis les grands principes clés qui guident l'implantation d'un modèle Recovery College, qui guident le modèle. Donc, les principes éducatifs, je vous en ai parlé, la coproduction d'un savoir intégré. Et je vous dirais que tout est coproduit. De la première étape à réfléchir à cette idée d'implanter un modèle comme le modèle Recovery College, on doit être en co-construction et en coproduction. Et toute son implantation, les formations sont offertes à des duos de formateurs. Donc là aussi, on est dans une co-construction. Donc la co-construction et la coproduction est tout au long des étapes. C'est un modèle qui se veut un modèle pour lutter contre l'exclusion sociale. Donc on est vraiment dans un principe d'exclusion pour tous à moindre coût, même gratuitement dans certains pays. C'est un modèle qui permet, qui est centré sur la personne, sur son propre processus d'apprentissage. Donc, chaque personne, peu importe son profil, que ce soit un intervenant du réseau de la santé, que ce soit un étudiant du cégep, que ce soit une personne qui vit avec la schizophrénie, elle décide par elle-même ce qu'elle vient apprendre dans ce centre d'apprentissage et elle est en plein pouvoir de son propre processus d'apprentissage. C'est un modèle qui est intégré à la communauté, dans la collectivité, je vous l'ai mentionné tantôt. Et c'est un modèle qui est basé sur les forces et les ressources des personnes. Donc, même si c'est un modèle qui se veut se rapprocher et de briser les préjugés de la maladie mentale, reste que notre vision de la maladie mentale est une vision de santé mentale et de force et de ressources et non pas centrée sur les symptômes ou la symptomatologie, mais vraiment centrée sur comment la personne peut reprendre du pouvoir sur sa vie et mettre à profit ses forces et ressources. Et comme je vous l'ai mentionné tantôt, on est dans une idée de savoir intégré. Donc, on a une reconnaissance ici du savoir issu de l'expérience. Donc, c'est un des modèles qui est intéressant par rapport à ça parce qu'on reconnaît dans ce centre d'apprentissage pas seulement les connaissances des chercheurs ou des professeurs universitaires, mais on reconnaît aussi l'expertise pratique du clinicien, mais aussi l'expérience du vécu de vie. Ici, je ne vous présenterai pas la rosace qu'on a créée en détail. Ce que je veux vous faire réaliser, c'est que c'est un modèle qui a différents pôles d'intervention, je dirais. Donc, on est à la fois dans un modèle qui soutient le processus de reprise d'un pouvoir d'agir et d'autodétermination des personnes. C'est un modèle qui lutte contre les préjugés et les stigmas. C'est aussi un modèle qui est en bonification du réseau de soutien, qui lutte contre l'isolement social. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je m'y suis intéressée, c'est que c'est un modèle qui transforme les pratiques et qui transforme le système de santé mentale. Quand les intervenants viennent suivre des formations dans le modèle Recovery College, ils modifient leur façon de voir la personne qui est assise devant eux, donc leur client, mais aussi leur façon d'intervenir. Et c'est un des modèles qui est le plus efficace dans la transformation des pratiques vers des pratiques axées vers le rétablissement dans le milieu de la santé mentale. Donc, c'est assez fascinant parce que c'est un modèle qui sort l'intervenant de son milieu et qui le met en contact avec des personnes qui vivent avec la maladie mentale, avec des citoyens et on se rend compte à ce moment-là de la richesse de ces savoirs-là qui viennent bonifier le savoir clinique, par exemple, du clinicien et changer sa façon de voir.
Voilà, je pense que ça fait le tour là, très, très rapidement du modèle et de ses grands principes. Donc, je vais laisser la parole à Joanie qui va vous rendre compte de la littérature sur les modèles Recovery College à travers le monde. Donc, Joanie, c'est à toi la parole. Bien, merci beaucoup. En fait, moi, je vais vous parler justement, c'est ça, de la revue de littérature qu'on a conduit dans le contexte du projet. On est arrivé rapidement à un point où, dans l'implantation, l'équipe était d'avis là, qu'il fallait un état des connaissances empiriques sur les différents Recovery College pour évidemment soutenir nos processus là, de co-développement, de coproduction, mais aussi nos processus de recherche aussi qui sous-tendent l'implantation du modèle au Québec. Donc, on a fait une revue de littérature de façon sur une méthodologie très classique. On a eu 460 publications qu'on a triées et évaluées pour terminer avec 31 études qui ont été incluses dans cette revue de littérature-là. C'est des travaux qui ont fait l'objet d'une publication dans le journal Psychiatric Services. Vous avez la référence là, en fin de diapo pour aller vous y référer. À la diapo suivante, je vais vous présenter en fait la répartition de ces études-là en termes de méthodologie, en fait. Il y a une majorité des études qui sont de devis qualitatifs, c'est-à-dire 42 32 qui étaient issus de devis quantitatifs et le reste, 26 issus de devis mixtes. Là, je n'irai pas plus loin dans la discussion sur ces types de méthodologies-là. Je pourrais le faire durant la période de questions ou aller voir l'article pour plus de détails. Ce qui est important de savoir, c'est que nous, on s'est centré dans nos articles uniquement sur des publications, évidemment, revues par les pairs, mais qui avaient des données d'évaluation des effets, des données d'évaluation des retombées des modèles Recovery College. Par la suite, nos analyses nous ont permis là, de dégager là, 12 domaines pour lesquels il y a des retombées positives qui ont été démontrées dans la littérature. Évidemment, aujourd'hui, on va se centrer pour les bienfaits du webinaire sur 3 d'entre eux, c'est-à-dire la satisfaction et l'appréciation, la transformation des pratiques dans le système de santé et aussi la réduction de l'utilisation des services de santé puis la réduction des coûts. Mais je vais quand même prendre le temps de vous énumérer les autres domaines pour lesquels on a eu des résultats positifs, c'est-à-dire l'augmentation des connaissances en santé mentale, de la connaissance de soi-même, la connexion aux autres, les opportunités de contact, l'utilisation du savoir expérientiel, un sentiment de compétence, de confiance en soi, d'estime de soi et aussi des résultats positifs sur le pouvoir d'agir, sur l'autodétermination, la capacité de choix. Aussi des bienfaits sur le réseau de contact et de soutien, l'atteinte d'objectifs personnels en termes de retour ou d'intégration du marché du travail ou de l'école, l'amélioration du bien-être psychologique, la progression dans le processus de rétablissement et évidemment la réduction des préjugés et les changements d'attitude. On va donc prendre un peu plus de temps sur les données de satisfaction et d'appréciation. Ce que les participants dans les études recensées nous disent, c'est que le taux de participation au Recovery College est élevé. Et ça, c'est associé chez les participants à la reconnaissance qui est accordée au savoir expérientiel, puis aussi à la collaboration égalitaire, en fait, entre les formateurs et les apprenants. Et nous, ce qu'on en dégage dans notre analyse, c'est que le Recovery College, c'est un environnement inclusif, un espace d'interaction et de parole et un espace de partage égalitaire des savoirs. Si on regarde un peu plus précisément les changements dans les pratiques, ce qu'on voit, c'est que les pratiques deviennent plus centrées sur le rétablissement. Il y a une meilleure reconnaissance du savoir expérientiel et un changement d'attitude dans la dynamique relationnelle avec les personnes chez les apprenants qui sont des intervenants du réseau de la santé. Ce qu'ils nous disent, c'est que ça influence positivement leur façon d'offrir du soutien puis d'accompagner les personnes utilisatrices de services. Et ça leur permet aussi de trouver plus de sens au travail, qui, dans le contexte actuel, pour nous, c'est un résultat qui est très important et très parlant.
Quand on regarde plus spécifiquement les apprenants qui sont des utilisateurs de services, évidemment, des changements importants chez eux aussi sont notés dans les retombées. Notamment, je vais commencer du côté droit de la diapo, une réduction significative de l'utilisation des services chez le 2/3 des apprenants après leur passage dans le Recovery College. Quand on fait référence à l'utilisation des services, on parle d'admission en milieu hospitalier, de lits occupés, de demande de contact en communauté. Si on regarde encore plus spécifiquement les apprenants qui complètent versus ceux qui complètent partiellement leur formation Recovery College, ce qu'on voit, c'est que les gens qui vont jusqu'au bout, bien, ils ont une réduction qui est encore plus significative d'utilisation des services. Et ça se chiffre en coût pour notre système, c'est-à-dire une réduction de coût d'environ 1 500 à 2 000 par année par apprenant. Et c'est directement associé dans les données qu'on a recensées à l'atteinte des buts des objectifs chez les participants, soit la consolidation du réseau social, l'augmentation de leurs connaissances, de leurs compétences en santé mentale, l'éducation, l'emploi, mais aussi l'amélioration du bien-être, du rétablissement et de la qualité de vie. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des impacts dans ce modèle-là qui sont vraiment multiniveaux. Donc, sur ça, je vais céder la parole à ma collègue Mireille qui va aller un peu plus loin. Oui, bonjour, merci Joanie. Alors, je vais vous parler de différents, c'est mon parcours, mon implication en tant que représentante de savoir expérientiel dans ce projet. En fait, j'ai eu la chance d'être aux premières loges dès le départ parce que je suis une personne qui s'est impliquée dans différents projets avant d'en arriver à ce projet-là. J'ai vu évoluer au Québec la philosophie, l'approche axée vers le rétablissement, ses débuts, comment est-ce que le savoir expérientiel tranquillement, j'ai été représentante de patients dès 2008 et puis donc dans ce projet-là, ça m'a permis d'être aux premières loges puis d'avoir été impliquée dès le départ et j'ai donc fait partie de la délégation qui est allé visiter 4 sites de Recovery College en Angleterre en 2016. Je venais de joindre en 2015 le Centre d'études rétablissement, le CERIS. Et ça me donnait donc l'occasion, en tant que personne qui détenait un savoir expérientiel, d'aller visiter ces endroits-là, rencontrer les gens. Et pour moi, c'était déjà une preuve qu'on pouvait suivre ce modèle-là. Enfin, moi, je trouvais que ça se concrétisait au lieu que ce soit juste des gens qui sont, comme on dit, chercheurs, intervenants, gestionnaires, il y avait une personne qui représentait le savoir expérientiel. Alors, j'ai eu donc plusieurs rôles à jouer dans ce projet-là. Je vais en parler à différentes étapes. Membre du comité de pilotage, co-demandeur pour la subvention pour la recherche, affilié au projet d'implantation, des démarches auprès des partenaires et membre du comité de recrutement des formateurs dont je vais parler un peu plus tard. Donc, ceci, et je vais revenir à mon séjour en Angleterre. Donc, après, moi, j'avais lu d'abord sur le modèle Recovery College. J'étais donc dans la théorie. Je trouvais la littérature déjà fascinante. Ce que je lisais, je me disais, mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Mais lorsque je suis arrivée sur le terrain avec l'équipe à Londres et d'avoir rencontré 2 des piliers qui étaient là, Josh Shepard, puis sa malheureusement elle est décédée, Madame Jane. Bon, j'en oublie le nom, bref, je suis désolée, je pense que c'est l'émotion. Mais bref, que j'ai comme eu l'impression que je rencontrais des gens qui me parlaient concrètement d'un modèle qui était une petite révolution dans le milieu de la santé mentale. Parce qu'on est vraiment passé, comme vous le savez, dans l'histoire de la santé mentale, d'un modèle très vertical, top-bottom, à un modèle tranquillement qui, celui-là, le Recovery College, devenait vraiment on the tap, comme disent les Anglais. Alors, on est vraiment à égalité. On est à pied d'égalité. Là, je trouvais ça extraordinaire. Je me disais, mon Dieu, et c'est là que je constatais, en visitant les endroits, qu'il y avait vraiment l'intégration du savoir des personnes qui avaient un savoir expérientiel, donc une expérience de la maladie qui était rétablie ou en rétablissement et qui participaient à toutes les étapes de l'organisation, que ce soit comme formateur spécialisé qui soutient d'autres formateurs, des gens qui travaillaient dans
l'organisation comme employé. Alors, je voyais que c'était vraiment à tous les niveaux de décision, à tous les niveaux de l'organisation, il y avait des gens qui avaient un savoir expérientiel. Et je pouvais constater que ça avait un impact, comme le disait Joanie plus tôt, vraiment bénéfique à plusieurs égards sur les personnes, moi je parle de mon point de vue, qui avaient un savoir, qui ont un savoir expérientiel. Je peux vous conter une anecdote à ce sujet. Une des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de parler, qui était en fait un participant, un apprenant, ça faisait une ou deux formations qu'il suivait. On était juste nous deux. Alors, il s'est confié à moi parce que je m'étais présentée comme une personne ayant un savoir et il me disait un peu d'où il venait. Il venait de genre de profil qu'il avait passé des mois, des années dans son sous-sol, fumer, regarder la télé et il n'avait aucun contact social. Et grâce à quelqu'un qui a réussi à le faire sortir de chez lui et à l'amener à un centre de recovery, ça a complètement changé sa vie. Et il était, quand je l'ai rencontré, il devenait et aspirait à devenir formateur à son tour. Alors, c'était vraiment, on voyait l'impact. Il y a même une personne qui a dit, c'était écrit un témoignage, You saved my life. Alors, je trouvais que c'était pas une moindre, c'était pas quelque chose de banal. Pour la complémentarité des savoirs, je trouvais que cette nouvelle manière d'apprendre en partageant les savoirs, ça apporte une vision vraiment plus holistique, globale et enrichie pour les thématiques qui sont enseignées, qui sont partagées, parce que souvent, on a des points de vue beaucoup plus de spécialistes, de théoriciens, de cliniciens, mais on oublie souvent le point de vue de la perspective de la personne qui a un savoir expérientiel qui est primordial si on veut vraiment comprendre mieux certaines thématiques en santé mentale. Alors, cette approche favorisait effectivement une lutte à la stigmatisation et oui, déjà, ça va trop vite. Alors, je vais aller à la deuxième diapo. Donc, ma deuxième diapo, ce sont les différents... partenaires et dans le contenu des formations et des formateurs. On m'a permis de participer à la formation des formateurs, donc d'avoir un point de vue de comment est-ce qu'on pourrait avoir un référentiel de compétences, être plus orienté vers le rétablissement, intégrer le savoir expérientiel. Et comme formatrice, je suis devenue, j'ai d'abord vécu dans cette formation qu'est-ce que c'est que le partage des savoirs avec ma coéquipière dans une diade de formateurs pour en arriver à devenir formatrice ressources. Et grâce à ça, ça m'a permis d'avoir une vision encore plus large de ce qu'est être un formateur, une formatrice. Donc, c'est important d'intégrer ces personnes-là qui détiennent un savoir expérientiel. Et moi, ça me donnait un nouveau rôle en tant qu'intermédiaire pour faire du suivi, du soutien entre les différentes équipes de formation et l'équipe de coordination dont je fais partie. Alors, c'était vraiment pour moi une expérience globale. Ça prouvait que ce modèle-là pouvait fonctionner, qu'il était viable, qu'il était même très efficace et qu'on pouvait à tous les niveaux intégrer des gens comme moi qui ont un savoir expérientiel pour partager avec les autres, s'enrichir mutuellement. Alors voilà, je vous remercie de votre écoute et maintenant je passe la parole à mon collègue médecin, étudiant doctorat, Breitner Chavez. À toi, Breitner. Alors, bonjour, c'est avec plaisir, fierté que je suis là pour partager un petit témoignage de ma participation au cours des formations des formateurs. Donc, c'est sûr que j'aurais voulu participer de ces cours au début de ma formation médicale, mais comme vous dites ici, mieux vaut tard que jamais. Donc, la première chose, donc, je vais parler de deux choses qui m'ont marqué beaucoup lors de la formation. La première, c'est le potentiel de retombées de la valorisation du savoir expérientiel chez les participants. Et ensuite, les rôles potentiels de la formation vers la réduction des préjugés et stigmas liés à la maladie mentale, ma perception personnelle. Donc, pour moi, j'ai pu comprendre lors de la formation que moi, j'avais un savoir en tant que médecin, mais qu'il y avait d'autres savoirs tout aussi importants que les savoirs cliniques, et surtout si je veux me placer dans une perspective positive de santé mentale. Donc, cette valorisation du savoir expérientiel très présent dans les cours de formation passe un message clair aux participants. Toi, là, tu as une connaissance unique et
irremplaçable. Aucun savoir n'est plus important que le tien. Ça, c'est le message clair qui découvre passe aussi. Et ça te change. Dans un premier moment, c'est sûr, en tant que professionnel de santé, en tant que médecin, ça m'a choqué un peu, ça nous choque un peu et je comprends que c'est naturel. Mais progressivement, tu passes à voir les potentiels bénéfices, les potentiels avantages de cette valorisation du savoir expérientiel. Donc, ce que j'ai pu constater, c'est que cette valorisation du savoir expérientiel a un potentiel énorme d'augmenter les pouvoirs d'agir, la confiance en soi, l'auto-efficacité des personnes, dans la mesure qu'elles se sentent capables de contribuer non seulement avec le processus de rétablissement, mais aussi d'autres personnes qui les entourent. Cela dit, la stratégie a un potentiel de bénéficier autant les participants que leur entourage. Et ça, au fond, peut amener à une amélioration de la perception de bien-être chez les participants, chez les personnes. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais souligner le potentiel de la stratégie pour réduire les stigmas et les préjugés liés à la santé mentale. Donc, en tant que médecin généraliste, j'ai eu la chance de soigner des centaines de patients avec des maladies chroniques, les troubles de santé mentaux. Donc, l'anxiété, la dépression font partie de la routine d'un cabinet médical, peu importe le pays du monde. Donc, par contre, certaines conditions, comme par exemple la schizophrénie ou d'autres conditions qui amènent à plusieurs formes de psychose, actuellement, on va référer un spécialiste, un psychiatre. Je ne veux pas embarquer ici dans un débat sur ces contextes-là parce que ce n'est pas l'objet de témoignage, mais dans ma pratique, en fait, je n'ai jamais eu la chance d'effectivement de comprendre en profondeur la perspective, la vision du monde de quelqu'un avec une telle condition. Donc, je n'ai jamais eu la chance de réaliser un échange si proche et d'écouter les douleurs issues du manque de connaissances ou du préjugés subis par ces personnes-là. Donc, bref, à la mesure que tu es capable d'être dans un milieu de mixité, dans une posture d'équité de savoir, en fait, je dirais d'équité humaine, je dirais, en fait, tu commences, j'oserais dire, à briser, à transformer tes propres préjugés que tu ne savais même pas qu'ils existaient parce qu'ils étaient cachés. Donc, c'est ça que je voulais souligner, ces petits témoignages. Et merci beaucoup pour l'opportunité. Donc, je passe la parole à nouveau à Catherine Briand. Merci beaucoup, Breitner. C'est très touchant, même si je travaille avec vous au quotidien, Mireille et Breitner, c'est toujours touchant de vous réécouter encore, dire comment ça a changé notre vie d'être dans ce projet-là. Je dis notre parce que je pourrais avoir un témoignage similaire. J'ai beaucoup aimé, Breitner, quand tu dis que ça vient chercher nos préjugés les plus profonds qu'on pensait même pas avoir nous-mêmes parce qu'on travaille depuis des années en santé mentale ou à la lutte contre les préjugés. Je me reconnais beaucoup dans ça. Donc, ce magnifique projet québécois, vous comprendrez que c'est un projet en copartenariat. C'est un projet qui ne peut pas se faire que par le milieu académique, que par le milieu de la santé, que par le milieu citoyen, que par le milieu de l'éducation. En fait, c'est un projet où tout le monde doit y être pour que ça fonctionne. Vous avez ici le site web santé-rétablissement.com, qui est le site web du Centre d'apprentissage Santé-Rétablissement pour pouvoir vous inscrire à des formations. Donc, c'est la page d'accueil quand vous arrivez sur le site. Et le projet québécois, on l'a pensé de façon provinciale, mais on l'a pensé dès le départ en multipartenariat. Ma folie de vie, j'aurais le goût de dire, m'a amené à créer un modèle de gouvernance et de financement où je voulais que ça soit co-construit dès le départ et toujours, ce qui amène, vous allez comprendre, une certaine complexité, mais vous avez ici tous les partenaires. Vous remarquerez qu'il y a des partenaires du réseau de la santé, des partenaires du réseau de l'éducation, des entreprises privées, des milieux citoyens, des milieux communautaires, des milieux qui représentent les proches aidants, les personnes qui vivent avec la maladie mentale, donc vraiment ce multipartenariat. Le Centre de formation santé-rétablissement
est un centre de formation de type Recovery College. C'est des formations qui sont offertes partout au Québec. Actuellement, on donne des formations à Drummondville, Trois-Rivières, Montréal, Longueuil et autres à venir. Je dis actuellement, vous comprendrez que le centre est actuellement en arrêt dans le contexte de la COVID, mais avant l'arrêt des activités, nous étions déjà dans 4 villes au Québec. C'est des formations de 10 heures où on peut aller chercher un certificat d'attestation de formation continue. En fait, tout le centre de formation, d'apprentissage s'inscrit à l'intérieur du service de formation et hors campus de l'UQTR. Donc, c'est un certificat d'attestation de l'UQTR de formation continue qui est offert pour tous les apprenants qui viennent dans le centre, peu importe le lieu. Mixité d'apprenants, je vous en ai déjà parlé. Les diades de formateurs, Mireille vous en a glissé un mot. Donc, chaque diade, ensemble, représente l'ensemble des savoirs. Donc, ça peut être un intervenant ergothérapeute, par exemple, avec une personne qui vit avec la maladie mentale. Ça peut être quelqu'un qui est un conférencier, qui a vécu avec une problématique de santé mentale, qui est un conférencier maintenant dans le domaine de la santé mentale, qui a acquis à la fois, qui a un savoir expérientiel, mais acquis des savoirs théoriques, et qui se joint avec un clinicien, un jeune clinicien qui commence, par exemple. Donc, on essaie de créer des duos qui, ensemble, se complètent et représentent l'ensemble des savoirs. On a différents blocs de formation, bien-être, santé mentale, santé psychologique au travail, les troubles mentaux graves et leur établissement, les jeunes en milieu d'éducation, la stigmatisation, le mieux vivre ensemble et plusieurs autres. Les formations qui sont actuellement à l'affiche sont les suivantes. Je ne vous les nommerai pas tous, mais vous voyez la diversité des formations qui sont offertes. On a, dans les derniers temps, développé des formations avec le Collège Édouard-Montpetit pour une clientèle plus jeune, de cégepiens et d'intervenants du réseau de cégep et les citoyens et membres de l'entourage. Donc, entre autres, l'anxiété de performance fait partie de ce bloc pour s'ajuster aux besoins des jeunes cégepiens et universitaires. Et d'autres formations qui sont aussi actuellement en ligne et qui sont co-construites. Évidemment, il y en a, je dirais, le double de ça qui sont actuellement en co-construction. Mireille vous a parlé de son rôle de formatrice ressources. Bien, elle suit les diades pour justement s'assurer que les formations respectent l'ensemble des principes là, qui nous sont chers, c'est-à-dire de mettre de l'avant à la fois les savoirs théoriques, les savoirs pratiques et les savoirs expérientiels. On a parlé beaucoup de la formation des formateurs. Je vous dirais que dans les dernières années, il y a beaucoup de temps qui ont été pris avec un sous-groupe de partenaires parce que chaque volet du projet de recherche implique un sous-groupe de partenaires. Il y a un sous-groupe qui a travaillé sur la formation des formateurs. On a été beaucoup inspirés par les formations des formateurs faites en Angleterre, mais aussi en Australie parce qu'on a des partenaires internationaux qui nous soutiennent dans ce projet-là. Et on a été vers une formule comme celle-ci, c'est-à-dire que c'est une formule sur 4 jours de formation en mixité. Et ces 4 jours-là sont répartis sur à peu près 4 mois parce qu'il y a des tâches à faire des tâches intégratives à faire entre chaque jour de formation. Et les 4 jours se terminent, je dirais, par un stage. Je l'ai appelé comme ça, c'est-à-dire où chaque formateur doit être un apprenant à l'intérieur d'une des formations de leurs collègues. Et il y a aussi une communauté de pratique de formateurs, dont Mireille, d'ailleurs, participe à l'animation. Et la formation des formateurs est fort intéressante et elle est regardée actuellement un peu partout dans le monde parce que très intéressante, parce qu'on a créé un référentiel de compétences qui nous a été inspiré du Centre d'excellence en partenariat patient public d'Antoine Boivin au CHUM. Donc, c'est des partenaires avec nous dans le projet depuis le début. Donc, la première journée, c'est vraiment comprendre le modèle et se positionner comme formateur. Donc, on a tout un référentiel, une partie de compétences à ce sujet-là. La journée 2, c'est savoir travailler en diade, bien communiquer, se distinguer et distinguer ses complémentarités. Donc, c'est vraiment le travail ensemble dans sa diade de formateur. Des fois, c'est des triades. Animer un groupe en mixité et mobiliser les savoirs intégrés. Donc, c'est toute l'animation d'un groupe, le cadre, en journée 3. Et la journée 4, c'est concevoir une formation Recovery College, mettre en place notre cadre d'apprentissage et utiliser les méthodes de pédagogie active.
vous comprendrez que ce n'est pas une formation où on donne un cours théorique ou un webinaire. On est vraiment dans l'application de méthodes de pédagogie active où les gens se lèvent, font des choses ensemble, co-construisent une compréhension, une définition, trouvent des stratégies concernant des enjeux et toujours appuyés sur des données probantes de la recherche, mais c'est un mix toujours entre une présentation théorique et une activité qui permet le savoir intégré. Et dans la dernière journée de la formation des formateurs, chaque diade doit présenter une de ses activités au reste du groupe. Donc, on est vraiment dans une formation des formateurs très pratico-pratique. L'équipe de recherche est une équipe multidisciplinaire et intersectorielle, vous l'aurez compris. 13 chercheurs de tous ces domaines, 15 partenaires non académiques. Quand je parle des partenaires, de ces 15 partenaires-là, c'est des partenaires financiers. Donc, il y en a qui nous prêtent des locaux, la FEP de l'Université de Montréal, le Cégep Édouard-Montpetit, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il y a des partenaires qui nous prêtent des intervenants pour devenir formateurs, les CIUS, entre autres, les organismes communautaires en santé mentale. Donc, je ne paye pas ces formateurs-là. Ils sont prêtés par les organisations pour venir offrir la formation et suivre la formation des formateurs. On a des organisations qui nous soutiennent au niveau des communications, le site web, les inscriptions. Donc, bref, chacun a une contribution financière de ce type. 8 collaborateurs internationaux, différents financements. On survit, là, je dirais, depuis 3 ans, 3-4 ans, avec une subvention IRSC, des bourses d'étudiants. Breitner, Joanie et autres, ont des bourses étudiants qui permettent de travailler dans le projet. On a aussi, avec la Fondation de l'UQTR, une chaire de recherche qui nous permet, qui est en fait en cours de financement actuellement, qui nous permet d'approcher des donateurs privés. Donc, on a 3 donateurs privés actuellement qui ont donné des petits dons. Et là, on est vraiment en développement. Quand on atteint un certain montant, là, on peut lancer la chaire. On aimerait bien cet automne. Et on a fait différentes demandes de subventions, dont au CRSH et au VRSC. Et évidemment, on a une opportunité ici avec la situation de la COVID de faire valoir ce type de modèle. Donc, on est aussi dans différentes subventions concernant comment on peut créer des formations en ligne, en mixité, amenant certains principes du Recovery College à l'intérieur en mixant la réalité actuelle du modèle Recovery College. On a 4 axes de recherche, soutien au déploiement du modèle et réponse aux besoins des populations. Donc, il y a un sous-groupe de chercheurs et de partenaires qui travaillent sur ça. Donc, par exemple, faire des consultations dans les cégeps pour savoir quel type de besoins ont les étudiants et les enseignants de cégep pour pouvoir développer des formations qui sont un petit peu plus en réponse à leurs besoins spécifiques. Les aînés, on a tout un volet sur les aînés également. Il y a la formation des formateurs et le référentiel de compétences, qui est l'axe 2 de l'équipe de recherche. L'axe 3, c'est la mise en œuvre et la conformité au modèle, comment on doit suivre les principes clés de ce modèle-là. C'est toute notre compréhension de ce modèle-là, parce que je vous dirais qu'à chaque mois, à chaque année, plus j'avance, plus je comprends les mécanismes d'action de ce modèle-là. Donc, Breitner, entre autres, son projet s'inscrit dans ça. Donc, c'est tout le suivi d'implantation et la conformité au modèle. L'axe 4, c'est l'évaluation des effets et suivi des participants. Et c'est l'évaluation des retombées auprès des participants. On a aussi plusieurs étudiants qui sont impliqués dans ce volet-là. Je ne vous présenterai pas en détail cette diapo, mais je trouvais intéressant, c'est Joanie qui l'a construite, pour vous montrer comment, dans une perspective de recherche, on regarde tout plein de volets. Donc, le Centre d'apprentissage santé-rétablissement, en plus d'être un magnifique centre d'apprentissage, c'est devenu, je dirais, un lieu de recherche et qui permet à différents chercheurs et différents étudiants de différents horizons de venir étudier différents bouts. Donc, on a autant des étudiants qui s'intéressent aux intervenants en milieu de santé, d'autres qui s'intéressent à l'inclusion sociale, il y en a qui s'intéressent aux enjeux éthiques. Donc, on couvre plusieurs volets et c'est ce qu'on souhaitait, c'est à la fois implanter un centre d'apprentissage de haute qualité, mais aussi implanter un lieu de formation des chercheurs. Voilà. J'arrive à la section 5, qui est enjeux et perspectives d'avenir. Vous voyez ici, c'est une photo de notre cohorte 2 de formateurs. Donc, vous voyez le dynamisme, puis ça fait déjà une grosse journée de travail. La photo a été prise en fin de journée. Donc,
on travaille fort, mais on garde, je dirais, notre bonne humeur et c'est beaucoup dans le plaisir. On est beaucoup dans l'intégration de cette idée de prendre soin mutuellement de notre santé mentale et même à toutes ces étapes-là. D'ailleurs, le fait d'être impliquée comme directrice du CERIS dans un projet comme celui-là, puis d'avoir monté ce projet-là, ça nous a amené comme équipe du CERIS à revoir même notre propre protection de notre santé mentale à l'intérieur même de l'équipe de recherche. Donc, quand on disait que ça change une vie, je pense que c'est vrai, ça change notre perspective à plusieurs niveaux. Je voulais vous parler des défis. Je vais vous les nommer plus qu'en discuter. Puis s'il y a des défis dans ça qui vous intéressent davantage, je vous les poserai dans la période de questions. Évidemment, vous aurez compris qu'un projet comme ça, c'est un défi de travail de partenariat. Dès le départ, il y avait tellement de partenaires qu'on n'arrivait plus. Moi, j'aurais pu passer ma vie au téléphone à parler avec les partenaires. Donc, il a fallu se doter de modes de fonctionnement. On a créé une charte de projet. Il a fallu aussi se doter d'une compréhension commune des choses, un vocabulaire commun. Tout le monde devait se transformer ensemble. On n'était pas tous au même diapason, je dirais, dans notre compréhension même des termes. C'est quoi ça veut dire de la santé mentale? Qu'est-ce que ça veut dire du rétablissement? La formation des formateurs, je vous dirais, la modélisation du modèle nous a vraiment permis comme groupe. Donc, on a utilisé des outils de développement et des outils de recherche nous ont permis vraiment d'aller chercher ces visions communes. Évidemment, il y avait le défi de l'intersectorialité, le choc des paradigmes. On travaille avec des gens qui viennent du milieu médical, qui ont une vision ultra-médicale, très hiérarchique et qui peuvent être choqués des fois par des choses. On a des gens qui viennent du milieu communautaire et qui sont presque anti-médicales. On a les gens du milieu de l'éducation qui connaissent peu le domaine de la santé puis qui font avec ce qu'ils ont pour intervenir auprès de jeunes, par exemple, dans les cégeps. L'entreprise privée, il y a des gestionnaires qui sont dans nos projets qui, eux, ils ont une perspective de santé psychologique au travail, où ils ont une vision soit très bienveillante envers leurs employés ou plutôt d'employés qui abusent du système, qui se mettent en maladie, mais dans le fond, il n'est pas malade. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans ce choc des paradigmes et des perceptions et des préjugés. Et ça demande de constamment, à l'intérieur du processus, de travailler avec ces réalités-là et avec ces besoins divers qui sont à concilier. Donc, je vous dirais que moi, mon rôle de chercheur principal dans un projet comme celui-là est bien au-delà d'un rôle de chercheur. C'est de la médiation, c'est de la conciliation, c'est du travail de co-construction, de compréhension. Donc, des fois, les gens me disent, bien, il me semble que vous auriez dû démarrer plus rapidement les formations, mais c'est qu'on était dans tous ces défis-là et ces défis-là sont importants parce que le projet, c'est pas juste ce que vous voyez comme formation qui est développé, c'est tout un processus de copartenariat. Le défi d'un paradigme d'inclusion, défense concrète des valeurs. J'ai jamais autant défendu concrètement des valeurs d'inclusion sociale qu'à travers ce projet-là. Quand je fais une présentation dans un congrès, pourquoi je choisis d'y aller tout seul ou avec un de mes étudiants puis que je suis pas accompagnée de gens qui peuvent amener un autre type de savoir? Il faut que je me pose constamment cette question-là. Dans la façon d'animer nos rencontres, est-ce que je laisse de la place et de l'égalité à tous? Dans les vulnérabilités de tous et chacun? Je pourrais vous donner 40 millions d'exemples de comment, quand on arrive dans le quotidien concret, qu'on est toujours à se questionner sur comment appliquer ces valeurs que l'on théoriquement défend. Voilà. Le défi du financement, je ne vous en parle pas plus. La gouvernance du COVID-19. Le défi de la COVID-19, on a dû annuler 2 de nos sessions complètes de formation. Et ça nous a permis de réfléchir à comment on pourrait aller vers des formations en ligne. On a fait le choix de ne pas ouvrir le centre d'apprentissage avec des formations en ligne. Cela dit, cet automne, on va faire un projet pilote de formation en ligne en mixité, mais sans prétendre être dans un modèle Recovery College. Puis on va essayer justement de voir comment les principes vont s'appliquer quand on est dans une formation en ligne. Les défis de la conformité au modèle original. Le modèle a été implanté dans plus de 40-50 pays à travers le monde aujourd'hui. Et un des enjeux principaux, c'est qu'on ne respecte pas le modèle parce qu'on ne le comprend pas bien puis parce qu'on refait les choses qu'on est habitué de faire. Donc, comment l'adapter sans le dénaturer puis comment être en respect des mécanismes d'action. Je m'arrête là pour vous donner la parole pour une période d'échange et de questions.
Merci beaucoup. Très intéressant et bravo pour la présentation, pour votre beau programme de recherche également. Il y a plusieurs questions qui ont été posées tout au long de la présentation. Joanie en a répondu plusieurs, mais je vais revenir sur les dernières qui ont été posées. Puis après, je vais quand même reposer toutes les questions pour que vous ayez aussi l'opportunité d'ajouter des choses. Donc, une question ici. Donc, avez-vous pensé explorer des enjeux d'équité et d'inclusion dans le programme? Par exemple, l'inclusion de différents groupes culturels ou ethniques qui ont eu peut-être d'autres façons de voir la santé mentale. Absolument. D'ailleurs, je vous dirais, l'été passé, je suis allée en Australie visiter 3 Recovery College et dans la culture australienne multiculturelle, qui est très typique de notre vision québécoise, mais en particulier montréalaise, il y a un module, je dirais, de formation du Recovery College qui est que sur ces enjeux-là. Donc, dans notre volet stigmatisation et mieux vivre ensemble, c'est ce qu'on appelle le mieux vivre ensemble, c'est des types de besoins qu'on nous demande de développer. Et probablement que ça va venir à travers les prochains développements. L'enjeu de la COVID nous a beaucoup freiné parce que là, on est 1 an. C'est comme si tout ce qu'on devait faire cette année va être repris dans 1 an ou presque. Là. Donc, ça nous a un peu nui, mais en même temps, on s'ajuste. Super. Une autre question de Mme Fournier. Est-ce que votre projet attire davantage des personnes qui ont des problèmes de santé mentale? Est-ce que vous attirez des personnes qui... ça a été répondu en même temps, excusez, comme quelqu'un qui... donc, est-ce que votre projet attire davantage des personnes qui ont des problèmes de santé mentale? Est-ce que vous attirez des personnes qui s'intéressent à la santé mentale positive? En fait, il y a comme 2 volets à la question. Si on est plus dans une perspective de santé mentale positive, bien, un de nos partenaires, qui est la CSM, est dans cette philosophie de santé mentale positive. Fait que je vous dirais, selon avec quel partenaire on travaille, quelle formation, bien, ces perspectives-là sont mises de l'avant. Donc, fait qu'on ne prétend pas avoir une seule vision. Tu sais, selon... certaines formations mettent de l'avant une vision plus que l'autre. On ne veut pas un consensus, on veut pas on veut une certaine synchronicité, on veut un débat sur les concepts, on veut, mais sans nuire, à la fois une uniformité sans nuire au débat. Donc, on est toujours dans ça. Puis votre autre question, est-ce que le projet attire des personnes qui vivent avec la maladie mentale? Je vous dirais oui, mais on force une stigmatisation positive, c'est-à-dire qu'on crée des groupes en mixité où on s'assure de la mixité. Donc, à l'inscription, les gens sont invités à nous dire s'ils détiennent un savoir expérientiel, un savoir théorique, académique ou un savoir clinique, et on crée des groupes pour s'assurer cette mixité-là, et on favorise par des bourses, parce qu'il y a un montant, nos formations, on a des formations gratuites selon des dons, on a des formations à moindre coût, mais même la formation à moindre coût, une personne qui serait en faible revenu peut demander une bourse et à ce moment-là, la formation lui revient à 20 $ ou 40 $. Donc, on est toujours à soutenir cette idée d'inclusion-là. D'ailleurs, j'inviterais Mireille, Joanie ou Breitner, si vous voulez ajouter des choses, n'hésitez pas à allumer votre caméra et à intervenir sur les questions. Merci. J'ai une autre question. En fait, c'est une longue question, donc j'ai essayé d'y aller lentement. Donc, l'approche de co-construction doit beaucoup contribuer à la légitimité du modèle, mais qu'est-ce que ça implique à long terme? Est-ce que c'est un modèle qui vise à apporter un changement dans les pratiques et à être cessé une fois que le changement est observé? Est-ce que ça devrait demeurer disponible à long terme dans un milieu? Si c'est le cas, qui détient la responsabilité de la pérennité du modèle au-delà, par exemple, de la disponibilité d'un financement de recherche? Bien, en fait, c'est la parfaite question. En fait, c'est pour ça que j'ai créé un financement. Puis je dis « je » parce que le sous-groupe, au départ, avait cette vision-là, mais je pense que moi, je l'ai assumé totalement, c'est-à-dire que j'ai créé le Centre d'apprentissage santé et rétablissement dans un financement complètement autonome des financements de recherche. Ce qui fait que le volet recherche s'appuie évidemment sur des financements de recherche, mais s'il n'y avait pas de recherche faite dans le centre d'apprentissage pourrait vivre actuellement parce qu'il est en cofinancement avec ces partenaires-là. Donc, il nous coûte presque rien parce que les gens... ce qui fait que c'est ça, je dirais,
moi, je suis un chercheur qui s'intéresse à l'implantation des nouvelles pratiques, donc je savais que l'enjeu des nouvelles pratiques, c'est quand la recherche s'en va, la pratique n'existe plus. Donc, je ne voulais surtout pas ça du centre d'apprentissage. Donc, la pérennité, elle est là, le modèle de financement et de gouvernance est là au-delà de moi et de l'équipe de recherche. Pour répondre à l'autre volet de questions qui était est-ce qu'il est là pour rester ou est-ce qu'une fois que les changements de pratique sont arrivés? Yes, oui, c'est ça. Est-ce que c'est un modèle qui vise à apporter un changement dans les pratiques et à être cessé une fois que le changement est observé? Exact. En fait, je j'aurais pas mis toute l'énergie pour implanter, évaluer ce modèle-là si ça n'avait pas été un modèle qui permettait le changement des pratiques. Pour moi, c'était l'enjeu le plus important parce qu'on ne sait plus comment améliorer nos pratiques en santé mentale. On le sait, mais on ne le sait pas trop. Et ce modèle-là donne des résultats importants. Par contre, je pense que, étant donné que c'est un modèle qui ne sert pas que à ça, qui sert aussi à lutter contre les préjugés, qui sert aussi à soutenir nous tous à avoir des meilleurs outils pour mieux prendre soin de notre santé mentale. En tout cas, j'espère que ça sera plus utile un jour, mais je ne crois pas trop à ça, dans le sens où j'ai l'impression qu'on a tous besoin continuellement de se faire rappeler l'importance de prendre soin de notre santé mentale, d'aller partager avec d'autres et d'apprendre encore plus sur ça. Je pense que c'est l'histoire d'une vie, mais à la fois comme personne, à la fois comme organisation, à la fois dans une posture d'intervenant ou de gestionnaire. Donc, pour moi, c'est un service qui est là pour rester. Super, merci. Une autre question de Mme Florence Bourbeau. Donc, je demandais, elle se demande comment s'est déroulé le recrutement des apprenants. Quelles étaient les stratégies pour recruter à la fois des citoyens usagers du système de santé et les proches? Bien, comme nous avions déjà une quinzaine de partenaires, on a d'abord travaillé avec les partenaires pour vraiment définir quel type de profil de formateur on voulait. Et ensuite, on a fait passer une annonce d'emploi et les gens devaient nous transmettre leur intérêt. On n'a pas demandé de CV parce qu'on ne voulait pas être dans un mécanisme qui limiterait les personnes qui sont plus vulnérables à appliquer. Donc, quelqu'un, par exemple, qui n'a pas d'ordinateur à la maison, qui ne sait pas comment faire un CV, quelqu'un qui, pour lui, c'est trop stressant, toutes ces procédures-là. Donc, on est vraiment allé vers, la personne devait nous transmettre, soit par téléphone ou courriel, son intérêt. Et ensuite, il y avait une courte rencontre téléphonique où à la fois la personne nous parlait de qu'est-ce qu'elle comprenait de ce modèle-là et comment elle se positionnait face à sa santé mentale. Puis nous, on avait quelques questions de compréhension aussi. Et on vérifiait surtout les valeurs de la personne et pas tant ses connaissances ou ses compétences. Parce que la formation des formateurs t'amène à développer ces compétences-là et le référentiel de compétences t'amène à dire « Moi, je suis là et le fait de m'impliquer comme formateur va m'amener ici. » Mais il peut y avoir quelqu'un qui a plus de compétences au départ, puis il va faire ça. Donc, c'était pas... Puis ça a été une grande discussion avec les partenaires, parce qu'ils disaient, oui, mais là, Catherine, tu n'auras pas des formateurs au même niveau. Bien, c'est ça le modèle. Donc, devenir formateur, c'est aussi cheminer à l'intérieur de tes propres compétences. Ce qui fait qu'on voulait que le processus de recrutement soit en accord et très inclusif. Puis une fois que la première courte entrevue était faite, là, il y avait un deuxième échange avec un partenaire qui est impliqué. Donc, il y avait 2 personnes qui représentaient l'équipe, une personne de l'équipe de recherche et un partenaire. Et là, il y avait des mises en situation, comment tu expliquerais à quelqu'un telle chose, comment tu vois le milieu médical, comment tu vois, pour justement aller voir les préjugés de la personne, pour aller voir comment elle est naturellement dans l'idée d'intégration. Je ne sais pas, Mireille, est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ça ou Joanie? Je sais que vous avez été beaucoup impliqués dans le processus de recrutement, mais c'est pas rien. On a vraiment fait attention à toutes ces étapes-là. Oui, ben, je trouve que tu as très bien résumé, là. Puis en fait, dans le recrutement, il y a effectivement 3 étapes et au fur et à mesure, la personne aussi devait évaluer elle-même. Il y avait une auto-évaluation dans le processus de recrutement de où est-ce qu'elle se situait dans le référentiel de compétences, de voir qu'est-ce qu'elle pourrait acquérir dans la formation ou qu'est-ce qu'elle a déjà
acquis et qu'elle pourrait peut-être développer, améliorer. Et moi, j'ai été témoin aussi, j'étais comme présente dans certaines entrevues, tout ça. Alors, je m'assurais, puis ça, des fois, ça peut, pour les gens, surtout savoir expérientiel, ça leur donnait peut-être un petit peu une confiance. De dire, c'est pas des personnes plus haut que moi, comme on fait toujours, qui me jugent et qui me disent, je suis assez bonne. Regarde, moi, je viens du savoir expérientiel. Bon, j'ai d'autres compétences, là, mais je veux dire, ça peut créer un lien. Mais c'est sûr qu'on a vraiment voulu aller le plus large possible, comme dit Catherine, de vraiment aller chercher des personnes qui ont un profil qui sont déjà dans je dirais, dans la philosophie rétablissement. Je pense que c'est un must, hein, Catherine? D'avoir au moins, savoir c'est quoi cette philosophie d'approche axée vers le rétablissement. Quelqu'un qui est pas qui lutte contre la stigmatisation, qui est conscient de ça, puis quelqu'un qui valorise aussi le savoir expérientiel, qu'elle soit intervenante, gestionnaire ou autre. Alors, on voulait vraiment avoir des personnes qui sont prêtes qui sont assez ouvertes et qui peuvent s'adapter à ce modèle-là. Puis, ça prend une humilité aussi, je dirais, parce que moi, ayant fait la formation, pardon, déjà, je co-animais dans un autre organisme des choses. Bon, j'ai tout un parcours, puis je me disais, ben, j'apprends des choses pas mal. Là. Il y a du nouveau. Puis il y avait vraiment une pratique réflexive. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'ai pas de chat à la maison, mais il est dans ma gorge. Alors, c'était vraiment une pratique réflexive au fur et à mesure. Puis je vous dirais que ça n'a pas été... Les gens nous disaient, vous avez réussi à trouver. On a formé à peu près 40 personnes. Des intervenants du réseau de la santé, deux cohortes, des intervenants du réseau de la santé, des intervenants du réseau communautaire, des gestionnaires d'entreprise, des personnes qui vivent avec la maladie mentale, autant des maladies mentales graves, comme des gens qui vivent avec la schizophrénie, que des gens qui ont eu un parcours de troubles anxieux ou de dépression. Des membres de l'entourage aussi. Des membres de l'entourage, absolument. Et on aurait pu former le triple. Nous avons eu des demandes, trop de demandes de gens qui s'intéressaient au projet, qui voulaient devenir formateurs. Donc, l'enjeu était plus de choisir, puis j'aime pas le mot choisir, mais en tout cas d'amener les gens, ceux qu'on sentait les plus prêts à vivre ça maintenant. Et quelques personnes ont quitté en cours de route et je pense que c'est justement le processus permet de te rendre compte que tu n'es pas prêt dans cette idée d'inclusion. Tu n'es pas rendu complètement là dans ton cheminement à être déstabilisé constamment. Parce qu'il faut que tu te places dans une posture réflexive, comme Mireille l'a dit, où tu veux apprendre constamment. Donc, que tu sois médecin, que tu sois un grand chercheur universitaire, que tu sois une personne qui est une aînée puis qui a vécu toute sa vie plein de choses, si tu arrives avec trop de conceptions définies puis que c'est toi qui as la vérité, le modèle te choque un peu, c'est sûr. Merci. En fait, une autre question avant que ça termine. Il y a plusieurs questions, en fait. Donc, remarquez-vous des enjeux générationnels dans les manières d'approcher la santé mentale et d'ouvrir la discussion sur les états altérés, les émotions? Avec l'âge, voyez-vous des appropriations différentes du principe du Recovery College au centre d'apprentissage? Ah, c'est intéressant comme question. Je ne sais pas, Joanie, elle a travaillé avec notre duo de jeunes moins de 30 ans là, qui ont développé des formations. Est-ce que leur conception était différente? J'aimerais ça l'entendre là-dessus. Je ne sais pas. Bien, en fait, je ne suis pas certaine qu'ils ont des conceptions différentes, mais en tout cas, ils ont des grandes connaissances. Beaucoup de connaissances qui sont très mobilisables et mobilisées. En tout cas, moi, les formateurs avec qui j'ai travaillé dans l'accompagnement du développement de leur formation m'ont grandement impressionnée. Je pense qu'ils sont très informés, ils ont de la bonne information, ils savent aussi... justement, être critique face à l'information puis savoir qu'est-ce qui est de la bonne information. Fait que peut-être que je pense que ça, certainement, là, du point de vue des jeunes, c'est clairement une force pour eux, vraiment. Mais sinon, j'aurais le goût de dire, parce qu'on a formé... notre formatrice la plus jeune, elle a 19 ans. 19, oui. Béatrice. Et probablement que notre formateur ou formatrice la plus vieille j'ai des gens retraités. Donc, probablement passé 60 ans, peut-être même près de 70 ans.
Et honnêtement, j'ai jamais senti la différence d'âge. Mm-hmm. Et les gens étaient dans les mêmes formations de formateurs et devaient travailler ensemble. Au contraire, c'était d'une richesse infinie, j'aurais le goût de dire. Merci. En fait, je ne sais pas s'il reste 2 minutes, là. J'ai peut-être une petite question rapide. En fait, ici, on demande, Catherine a mentionné que l'approche RC est une des interventions les plus efficaces pour apporter des transformations dans le système de santé mentale, mais avec l'état des données actuelles sur le sujet des RC, est-ce qu'on peut vraiment faire cette affirmation? C'est un bon point. C'est toute une question. Oui, exact. Je suis d'accord avec vous que c'est principalement des recherches qualitatives qui nous ont permis d'affirmer ça. En tout cas, Joanie pourra compléter. En fait, ce qui me permet de l'affirmer plus, c'est d'avoir visité des Recovery College, d'avoir rencontré partout dans le monde des intervenants, des gestionnaires du réseau de la santé qui m'ont témoigné de comment ça avait changé leur façon de faire. Et je vous dirais que c'est mon expérience personnelle. C'est-à-dire, moi, Catherine, il y a 4 ans, et moi, Catherine, aujourd'hui, chercheur spécialisé en santé mentale, entre guillemets, le spécialisé, j'ai complètement changé ma façon d'aborder les choses. Donc, je le vois, l'impact que ça a sur nos façons de travailler, notre pratique quotidienne, ma façon d'enseigner aux ergothérapeutes. J'enseigne plus l'ergothérapie en santé mentale de la même façon. Je vois plus le rôle des intervenants de la santé de la même façon. Fait que c'est pour ça que je suis très affirmative mais ça ne s'appuie pas nécessairement sur des questionnaires de recherche. Moi, j'aurais le goût de rebondir un peu là-dessus, oui, Catherine. Ce que ça nous a permis, en fait, cet état des connaissances-là, c'est de voir qu'on est rendu là. T'sais, après 10 ans là, où le modèle s'est déployé, implanté un peu partout, là, on est rendu à évaluer de façon solide, rigoureuse, l'ensemble des retombées de ce modèle-là qui sont multiniveaux. C'est là, la philosophie, le modèle en est rendu là. C'est là qu'il faut qu'on est rendu à évaluer puis documenter de façon très méthodique et rigoureuse ces effets-là. Merci beaucoup. En fait, je suis désolée, il y a 1 heure, donc on doit 1 heure, 1 minute. Donc, ça suscite beaucoup, beaucoup d'intérêt. Félicitations pour votre présentation et un grand merci aussi à tous les conférenciers et conférencières. Donc, je vous rappelle que vous recevrez un courriel dans les prochains jours là, concernant l'évaluation, puis vous allez aussi avoir l'enregistrement de la conférence et le PDF. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Prenez soin de vous. Oui.